L'ONU s'indigne, l'Union européenne s'insurge, et donc on en parle dans un instant. Mais juste avant, donc, ce nouveau tour de vis russe qui nous fait nous poser la question jusqu'où la société va-t-elle pouvoir tolérer les pressions qui aujourd'hui montent vraiment d'un cran pour enrôler des soldats. La Russie a visiblement besoin de soldats à tout prix, la contre-offensive ukrainienne se prépare, et voici qu'une loi est passée en catimini. Elle instaure des sanctions pour traquer les déserteurs, pour leur fermer les frontières, pour enrôler, bref, à marche forcée le plus de soldats possible. Que s'est-il passé ? Jusqu'où ira l'engrenage de la guerre en Russie ? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est ce tour de vis qui change la donne en Russie ? Eh bien regardez, hier en toute discrétion et à la surprise générale, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a approuvé plusieurs amendements pour changer les règles des convocations militaires. Débat à vitesse grand V, les discussions ont duré 1h30 pour un document d'une 60aine de pages. Approbation à une écrasante majorité, 163 votes pour, un seul contre. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien jusqu'à présent, ces fameuses convocations pour rejoindre l'armée devaient être remises en main propre. Beaucoup de Russes l'avaient compris et y échappaient en ne se rendant plus à leur adresse officielle. Certains sites organisaient clandestinement des foires aux questions, des forums. C'était le cas notamment de Medusa. Certains avocats s'étaient même spécialisés dans les recours juridiques pour ne pas combattre. Eh bien, c'est terminé. Désormais, les convocations seront adressées par voie électronique, c'est-à-dire par mail ou par le portail des services publics russes. Et la loi est claire, toute convocation sera considérée comme reçue. Écoutez les précisions de ce député russe. Effectivement, ça laisse peu de chance aux déserteurs. Ну, если нет аккаунта, значит, вам вручат другим образом. Там же написано, что электронные повестки передаются электронным образом. И если она отправлена в личный кабинет, который у вас есть, значит, она считается уже врученной. А если я не зашел в личный кабинет? Это ваши проблемы. В смысле? А если у меня интернет нет, я в тайге? А если в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете. Просто именно ответственность вот хочется за невручение. Я же не обязан заходить каждый день там, в услуги и проверять, есть у меня там или нет. Да, совершенно верно, но в том случае, если вы в итоге не зашли туда, через неделю, через 2 или через полгода, вы, значит, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте. Effectivement, pour bien enfoncer le clou, les appelés seront, dès envoi de la convocation, interdits de quitter le territoire russe. Leur nom, leur numéro d'identité, leur adresse inscrits dans une base de données sera transmise à la police des frontières russes pour ne plus laisser filer personne. Bon, voilà, fermeture des frontières pour toutes ces personnes. Alors là, on entendait 1 semaine, 2 semaines, mais que se passera-t-il pour ceux qui jouent la montre, qui ne répondent pas, en fait, qui ne se présentent pas du tout ? Eh bien, pour les déserteurs, comme disent les autorités, la Douma a validé toute une série de sanctions. Interdiction de conduire ou de faire immatriculer une voiture, interdiction de créer une entreprise, interdiction d'acheter ou de vendre un logement, interdiction de contracter un prêt et même dans certains cas, interdiction de toucher des allocations. Bref, pour eux, la vie en Russie devient impossible. La mâchoire de la guerre se referme. Donc, est-ce que cela signifie qu'on est au seuil, qu'on est en train d'opérer une nouvelle mobilisation ? Eh bien, à proprement parler, non. Selon Moscou, c'est juste l'organisation de la conscription qui change. Le service militaire a été rétabli il y a 1 an. Il concerne les Russes âgés de 18 à 27 ans. Eh bien, désormais, ça sera 17 à 27 ans. Mais dans les faits, c'est bel et bien le moyen d'étoffer les rangs de l'armée, de constituer un réservoir d'hommes, même si, a priori, les conscrits ne sont pas envoyés directement au front. Écoutez, à ce sujet, Anna Colin-Lebedev, enseignante et chercheuse, spécialiste des sociétés post-soviétiques. C'est davantage un moyen pour l'État russe, le moment venu, de trouver les hommes dont il a besoin pour remplir ses forces armées. Ça peut être fait par petites touches et ça peut être fait en continu. La Russie n'a pas besoin de décréter une vague de mobilisation. La mobilisation décrétée en septembre dernier est toujours en vigueur. Donc rien n'empêche le pouvoir russe de recruter ici et là quelques mobilisés, mais aussi de trouver des hommes à qui il va proposer un contrat militaire ou un contrat militaire après leur incorporation dans le cadre du service militaire obligatoire.
Rappelons l'objectif officiel de l'armée russe, arriver à 1,5 million d'hommes. On estime aujourd'hui qu'elle en compte à peu près 700 000. Rappelons aussi que l'armée russe vient d'enregistrer de lourdes pertes lors de l'offensive d'hiver, qui d'ailleurs ne lui a pas permis d'avancer, et que toute la Russie est en train de se préparer à la contre-offensive ukrainienne. Ces nouvelles règles participent évidemment à cela. Vladimir Poutine organise toute la société russe pour qu'elle serve la guerre. C'est le constat d'Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, spécialiste de la Russie. Écoutez. Je ne sais pas s'il est sourd et aveugle à ce qui se passe, mais enfin, il conduit le pays dans une mauvaise voie. On voit ça en ce moment où il ajoute une espèce de mobilisation, de grande mobilisation en douce comme ça, et où il ferme les frontières aux gens jeunes. Enfin, il n'a pas besoin d'appeler ça une mobilisation générale, il fait par petits bouts, mais la fermeture des frontières aux gens jeunes, c'est insupportable. Ça s'ajoute au reste. Et il y a un vrai mécontentement. Merci Justine, c'est insupportable pour les jeunes, dit Hélène Carrère d'Ancos. Et c'est vrai qu'on a en tête ces images des manifestations qui avaient accompagné la première loi de mobilisation en septembre dernier. Vous vous souvenez, dans les grandes villes, pendant plusieurs jours, avant des arrestations en masse. Alors est-ce que là aussi, ça va réagir? Est-ce que la société russe va se cabrer? Évidemment, on va poser la question, parce qu'on n'a pas revu ces manifestations pour l'instant. Mais ça signifie qu'il y a ça dans la société russe, il y a ce ressort-là qui est prêt à se faire voir, à se faire entendre. D'abord, Pierre, question, que révèle cette nouvelle loi passée en catimini, en quelques heures? Qu'est-ce que ça dit de l'armée russe, de la Russie aujourd'hui? Ça dit pour moi la fébrilité du pouvoir russe et le fait aussi qu'il s'inscrit dans le temps long pour cette guerre. C'est-à-dire que donc il accumule depuis des mois toute une série de lois répressives. Celle-là, c'en est une de plus, de façon à avoir sous la main, de façon informatique, à la fois les conscrits, pour que les conscrits n'échappent pas donc au service militaire obligatoire, mais ce dispositif concerne aussi les réservistes qui avaient été appelés à la mobilisation en septembre de l'année dernière et qui ont fui. Donc c'est plusieurs centaines de milliers de Russes qui sont partis à l'extérieur des frontières et qui eux aussi vont recevoir une nouvelle convocation pour cette mobilisation en tant que réservistes dits opérationnels, et qui vont se voir, s'ils ne répondent pas à cette convocation, et a priori s'ils sont sortis du pays, ça m'étonnerait qu'ils reviennent pour dire « Ah oui, zut, j'avais pas vu le papier, etc. » Et ils vont être également victimes du dispositif qui a été décrit par Justine, mais aussi d'autres mesures qui vont les empêcher, qui les empêcheraient, par exemple, de gérer à distance une entreprise en Russie. Donc il y a toute une série de sanctions qui va les viser. Mais ce que ça veut dire, c'est que Poutine s'inscrit dans le temps long. Il a un problème de masse humaine, de masse combattante. On a cessé de le dire depuis des mois et des mois. Donc déjà là, il améliore la détection et il accentue la pression. Et tout ça s'inscrit dans un cadre coercitif beaucoup plus général, avec un discours, entre guillemets, patriotique sur le thème « l'Occident veut nous détruire, veut nous effacer de la surface de la Terre », et donc une radicalisation des mesures pour dire « voilà, si vous ne répondez pas à cet appel, vous êtes des déserteurs ». Alors rassurez-vous, tous les fils de la nomenclatura type Peskov, porte-parole, ils vont y échapper encore largement. Les grandes villes vont élargir, comment dirais-je, vont y échapper aussi. Y échapper également. Mais voilà, donc Poutine joue le temps long, on réarme autant qu'il est possible, on remet en fonctionnement 24 heures sur 24 toutes les vieilles usines d'armement qui se trouvent dans la profondeur du pays. Là, on travaille sur la ressource humaine et on se dit, au final, avec la conjonction des deux, même si c'est du vieux matériel et même si on met en ligne des conscrits, alors ça n'est pas encore le cas, effectivement, ça a été dit, ces appelés du contingent ne sont pas destinés pour l'instant à être projetés au combat sur le front. Mais les manettes sont en place et le pouvoir, grosso modo, progressivement, comment dirais-je, prépare les esprits et met en place ses billes pour atteindre cet objectif. Et puis s'ils sont sur les lignes arrières, ils permettent à d'autres hommes, eux, d'aller sur le front. Vincent, c'est un signe, un aveu de faiblesse d'une certaine manière pour vous? C'est un aveu d'impuissance par rapport aux procédés, aux stratagèmes qui ont été employés jusqu'alors. Ça ne suffit pas. D'une certaine manière, c'est un peu comme si le maillage du filet anti-réfractaire avait été resserré. Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne peut pas y échapper.
Justine faisait allusion à un article du site Medusa, donc site indépendant d'opposition, mais j'ai repéré tout à l'heure une sorte d'association qui s'appelle l'École du conscrit, qui est animée par un exilé, réfractaire lui-même, et qui donne continuellement des conseils pour développer des stratégies d'évitement. Et ça va être plus compliqué, dit-il dans un article récent, mais il est toujours possible d'y échapper. Alors, Pierre faisait allusion évidemment à la nomenclatura, dont les fistons peuvent dormir tranquilles, mais il y a aussi les certificats d'inaptitude, alors qui peuvent être authentiques ou frelatés, achetés, donc la corruption, le recours au pot de vin et au pot de vodka en l'occurrence, et vous pouvez encore aussi échapper si vous pouvez faire valoir que vous avez un cycle d'études continu qui n'a pas une importance stratégique à l'instant T. Donc, encore une fois, ça sera plus compliqué, mais on ne peut pas se bercer d'illusions. Il n'y aura pas une vague d'exil comme celle qu'on a connue à l'automne dernier. C'est plus possible. Plusieurs dizaines de milliers. C'est beaucoup plus compliqué. Puis j'observe quand même un autre élément, c'est qu'on s'aperçoit que la Douma, qui n'est pourtant pas réputée pour sa promptitude, vient d'inventer le débat hyper véloce, puisqu'il y a eu 2e et 3e lecteur en 1 heure. Donc après les missiles hyper véloces, voici le débat hyper véloce. Voilà, on parle du débat expédié en France sur les retraites. Finalement. Alors oui, mais là-bas, le calibre, c'est pas le 49.3, c'est plutôt le 12.7. Hein. Signé Vincent Hugeux. Il y en a une par émission. On l'attend, et puis tout d'un coup, elle arrive quand on s'y attend pas. Alors Sylvie, vous avez été correspondante à Moscou, vous suivez de près cette société russe. On se souvient de la façon dont la mobilisation avait cabré la société russe. Manifestation, on les a vues tout à l'heure, vite réprimée. L'AFP, dans les heures qui ont suivi l'annonce de cette nouvelle loi, a pu rencontrer, et c'est plus facile en presse écrite, a pu rencontrer des jeunes Russes directement concernés. Ils restent anonymes, évidemment. C'est inquiétant, comme toutes les lois votées depuis 1 an, surtout lorsque c'est adopté en 2 jours. On ne peut rien en attendre de bon, dit l'un de ces jeunes rencontrés par l'AFP, et qui dit « j'irai pas au bureau d'enrôlement, c'est un billet direct pour Bakhmout ». Un autre indique qu'un habitant de Sibérie, donc, qui a été joint au téléphone par l'AFP, toujours anonyme, se dit aussi inquiet que tout le monde est inquiet autour de moi, dit-il. Ce qui est effrayant, c'est l'urgence, l'intransigeance de la nouvelle loi. Est-ce que Vladimir Poutine, qui jusqu'à présent avançait à pas compter pour enrôler le plus possible de monde dans son armée, là, il prend à nouveau un risque? Est-ce qu'on est dans un engrenage de la guerre qui met toujours sous tension cette société russe? Alors au passage, coup de chapeau à l'AFP et à nos confrères du bureau de Moscou et à tous nos collègues journalistes qui sont encore à Moscou, parce que c'est très difficile de travailler là-bas quand vous êtes évidemment journaliste russe, mais aussi correspondant étranger, et surtout après l'arrestation et l'inculpation pour espionnage de notre confrère américain Evan Gershkovich du Wall Street Journal, qui est en très mauvaise posture maintenant en prison en Russie. Vous dites ce sont des témoignages anonymes, vous comprenez bien pourquoi, parce que la répression s'est encore accentuée et c'est une des raisons pour lesquelles qui montre que cette mobilisation est extrêmement difficile, et on voit bien que ça ne suscite pas que de l'enthousiasme comme le prétend la propagande russe, et comme aussi, vous vous souvenez, on a parlé ici, on a commenté les sondages sur l'opinion publique. Et on était tous un peu embarrassés parce que ces sondages montrent du soutien pour la guerre, et qu'on se dit tous que c'est quand même très difficile de faire des sondages fidèles dans des conditions de la Russie actuelle. Bon, là, on voit bien que personne n'est enthousiaste pour aller faire cette guerre, même si c'est pour la nation, pour la Russie, etc. Donc c'est difficile. C'est difficile de recruter des gens. Au passage, c'est difficile aussi en Ukraine. On voit que l'Ukraine aussi est en train de renforcer la législation sur la mobilisation, parce que les Ukrainiens ont du mal aussi à mobiliser. Mais est-ce que ça peut déboucher pour vous sur un mouvement de mécontentement, comme ça avait été le cas en septembre, même s'il a été rapidement maté? Je crois que c'est très difficile. La répression a été vraiment durcie depuis l'année dernière. Vous avez vu ce cas du père d'une enfant de 13 ans qui a fait un dessin où elle a critiqué la guerre. Le père a été mis en prison, l'enfant est en orphelinat. Quand vous voyez ça, ça vous passe l'envie de protester. C'est vraiment très, très compliqué aujourd'hui. Donc oui, il arrivera probablement un moment où la population dira, ou quand il y aura trop de morts, mais
Quand est-ce que ça va se passer? C'est très difficile à dire. Et c'est vrai que je suis d'accord, Poutine se place dans l'hypothèse d'une guerre longue, mais il a quand même des problèmes évidemment de recrutement. Wagner ne peut plus recruter dans les prisons. Les estimations de pertes humaines faites par les Occidentaux s'élèvent à 200 000 morts et blessés. Ça fait 200 000 soldats qui sont plus en capacité de se battre. Donc même pour un pays qui a une grande population comme la Russie, ça pose un problème. Il y a un demi-million à 1 million de jeunes qui sont partis, qui ont quitté la Russie au moment de l'année dernière, entre le début de la guerre et la mobilisation. Donc voilà, il y a un problème de ressources humaines, visiblement. Jean-Claude, votre regard. Pour répondre à votre question, je pense qu'il sera extrêmement compliqué, il est extrêmement compliqué de se dire que ce processus peut amener à une révolution, en quelque sorte, de la population, qu'il puisse y avoir une fracture sociale qui dise et qui se lève, qui disent non, parce que précisément, on est dans un État tellement policier, tellement qui réprime à un point tel qu'imaginer un mouvement qui pourrait faire basculer les choses est extrêmement compliqué. En tout état de cause, moi, je constate un double échec pour Poutine. Le premier, souvenez-vous, la rhétorique consistait à dire le peuple russe doit se soulever parce que finalement l'Occident est l'ennemi à battre. Si l'Occident et si le message avait porté et si l'Occident était à ce point l'ennemi à battre, il n'aurait pas eu autant de mal à mobiliser dans sa population. Premier échec. Deuxième échec, impréparation, parce que finalement on a vu qu'au fur et à mesure il y va, et là je rejoins Mme Karayankos qui dit par petites touches, on mobilise petite touche par petite touche, ce qui veut dire qu'à chaque fois on n'est jamais au compte. Donc impréparation, et souvenez-vous, c'était une guerre qui devait, disait-il, aller très vite parce qu'il devait récupérer en quelque sorte l'Ukraine qui était une province russe, et finalement il n'a pas convaincu. Cette guerre dure encore, on en est à 1 an et demi. 1 an et demi, c'est 13 mois, on y vient tout doucement, cette guerre dure encore, et puis finalement, il n'a pas convaincu dans sa propre population, même si, je dis bien, je ne suis pas certain qu'elle se lèvera comme un seul homme pour pouvoir dire « nous contestons ». Oui, et la question qui se pose derrière, c'est, puisque vous parlez des échecs, c'est est-ce que, au final, Vladimir Poutine lui-même, son pouvoir peut-il être menacé? Vous savez qu'il y a l'ancien chef du contre-espionnage de la CIA qui a, dans une interview qui a fait pas mal de bruit, qui a dit « Pour moi, je pense que Poutine va être tué. Je pense que Poutine va être assassiné, pas par une révolution populaire, mais par son entourage qui, à un moment donné, ne supportera plus les échecs répétés dont vous parlez, Jean-Claude. » Hélène Carrère-Dancos a le même sentiment. Elle a le même sentiment. Écoutez-la. Ce sont ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est comme ça que ça se passe en général en Russie. À un moment donné, les gens ne supportent plus. Voilà. Alors, ça ne vient pas de... C'est pas le bon peuple, il peut pas se rassembler. Bon, il peut faire des manifestations, mais ce sont ceux qui sont aux fonctions les plus prestigieuses qui, à un moment donné, se disent « Pourquoi est-ce qu'on va dans la catastrophe ?» C'est tout. Il peut être tué, il peut être écarté. Il est clair qu'il va se passer quelque chose à un moment donné. Et notamment, je dirais, tout son entourage, les gens qui sont en haut de la pyramide, ils ne vont pas supporter à un moment donné, si vous voulez, d'être entraînés dans la catastrophe. On entend les deux sons de cloche. On entend ceux qui disent ça peut durer des années comme ça, et Poutine a tellement tout verrouillé qu'il peut rester des années au pouvoir de cette manière-là. Et on entend ceux, peut-être de plus en plus nombreux, qui évoquent désormais cette hypothèse. Sylvie, vous qui connaissez bien cette société russe, est-ce que vous avez un avis ou est-ce que vous dites personne ne peut se risquer à faire des prévisions? Je n'en sais rien et je ne ferai pas de prévisions. Je crois que ce pouvoir est tellement opaque que c'est... Et puis, la société l'est beaucoup moins, mais on y va très peu. Enfin, à part... c'est devenu de plus en plus difficile d'aller en Russie. Et donc, en tout cas, sur ce qui se passe au Kremlin, je crois que personne ne sait vraiment. Personne ne sait. Enfin, Les fuites des services de renseignement américains montraient qu'il y avait un très fort degré de pénétration des hautes sphères de l'armée. Oui. Pour vous, ce n'est pas forcément le cas au Kremlin. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on voit à la télévision, c'est que Poutine se protège énormément. La distance. La dernière fois qu'il a eu une réunion publique avec, je crois que c'était les deux chambres du Parlement, enfin qui étaient les ambassadeurs.
Oui, les ambassadeurs, bon, ils étaient très peu nombreux, mais les gens de son propre camp, les apparatchiks, les élus de son propre camp, quand il les rencontre, il y a une distance physique entre eux qui est quand même extraordinaire. Et c'est plus... bon, il y a eu un moment, c'était le Covid, cette fameuse table, mais là, je ne crois pas que ça soit le problème. C'est la sécurité. Il est extrêmement protégé. Donc, je suppose que c'est très difficile d'arriver physiquement jusqu'à lui. Mais une fois de plus, je ne sais pas ce qui se passe au Kremlin. Oui, Pierre, là-dessus. Oui, non, je n'ai pas plus d'informations. Simplement, il semblerait que ces derniers mois, selon les services de renseignement occidentaux, il est tendance à réduire encore un peu plus le cercle des proches, qui était déjà assez réduit. Ce n'est pas des quantités de personnes qui avaient accès à Poutine. Et il semblerait qu'il ait encore resserré cette maille, et qu'un personnage comme Medvedev, qui était extrêmement satellisé, qui n'avait pas beaucoup de poids dans le dispositif et qui justement cherchait à revenir dans le premier cercle en multipliant des déclarations absolument fracassantes, il semblerait que Medvedev soit un peu revenu, parce qu'à comment dire, ça fonctionne comme une cour. Donc à la fois le tsar au milieu a sa propre psychologie et gère ses peurs, ses craintes, etc. par rapport à la constitution de son entourage, et puis vous avez les luttes de pouvoir des uns et des autres. Donc en tout cas, apparemment resserrement, donc il voit encore moins de monde, la sécurité est encore plus renforcée, et rappelez-vous les quelques informations qu'on avait pu avoir via le capitaine ingénieur des télécoms qui a fait défection et qui racontait un petit peu l'ambiance, le renseignement d'ambiance autour de Poutine. La parano. La peur du Covid, la multiplication des tests en permanence, une forme de parano, et puis quelqu'un qui gère, comment dirais-je, les choses toujours de la même façon, c'est-à-dire pas du tout d'ouverture sur le monde par accès à Internet. Il se nourrit des médias officiels, c'est-à-dire il se nourrit de sa propre propagande. C'est assez surprenant. Maintenant, pour le reste, juste pour terminer, s'il était tué ou renversé, etc., la grande question, donc j'ignore complètement la probabilité de cela, la question c'est par qui ? Oui. Et est-ce que ça serait des personnages, et au profit de qui ? Est-ce que ça serait les ultras, sachant que l'attentat dont nous avons parlé à Saint-Pétersbourg, de Tatarsky, proche d'Evgeny Prigojine, on sent bien qu'il y a quand même des éléments qui bougent à l'intérieur. S'il était renversé, ça serait au profit de quoi ? De gens plus raisonnables, entre guillemets, ou au contraire d'extrémistes ? C'est une autre question à laquelle, moi, je n'ai pas de réponse. Un mot là-dessus, Vincent ? Non, un signal faible perceptible depuis quelques semaines, c'est que, y compris dans les émissions des propagandistes les plus zélés du régime, il y a parfois maintenant une mise en cause nominative et explicite de Vladimir Poutine lui-même. Ce qui est assez nouveau. Et puis, quand on regarde le crépuscule des grands tyrans du siècle écoulé, Ceausescu, Saddam Hussein, Kadhafi, etc. Il faut qu'à un moment donné, ceux qui en auraient la possibilité opérationnelle se disent qu'ils ont plus à gagner à sa chute qu'à son maintien. Et surtout, on n'a pas le droit à l'échec. Hitler, 1939 Bavière, 1944 von Stauffenberg, l'échec. Donc c'était en Prusse orientale, à l'été 44. Ça se joue à rien. Qui avait tenté de le tuer ? Un des généraux. Un des généraux, c'est-à-dire que c'était au sein de l'armée. Dans l'aristocratie militaire allemande, certains considéraient qu'il était en train de les entraîner dans un naufrage sans retour. Et donc que c'était leur devoir patriotique d'éliminer. Mais vous n'avez pas le droit de louper. Car si vous manquez ce genre d'attentat, qu'est-ce qui advient après ? Regardez ce qui se passe, c'est une uchronie, enfin c'est l'histoire qui aurait pu advenir et qui n'est pas arrivée. Imaginez ce qui se serait passé si celui de Bavière, 39, avait réussi, et même celui de l'été 44. Bon, donc voilà, vous n'avez pas le droit à l'échec. Oui, mais même avril 42, les Britanniques arrivent à mettre à faire mettre par des généraux allemands un explosif dans une bouteille de Cointreau dans l'avion d'Hitler, avec un détonateur britannique considéré comme les meilleurs. Et malheureusement, la valise dans laquelle ça s'est trouvé a été mise dans la soute, et le détonateur a gelé. Et donc c'est passé à deux doigts. Donc malheureusement, mais ça veut dire, Vincent, par rapport à ce que vous disiez, c'est que plus le conflit dure, plus la probabilité qu'il soit tué, etc., augmente. Donc le vrai sujet pour lui, c'est quand pourra-t-il dire stop ? Comment il arrête ce conflit ?
quelle est la porte de sortie qu'il estime pour lui. Donc au fond, il a aussi la réponse entre les mains. Mais visiblement, il n'est pas encore dans cet état d'esprit. Mais plus le conflit durera, plus la probabilité, vous faites bien de dire que quand ça a continué en 40, Hitler, ça a passé de peu, mais à un moment donné, ça... On va avancer parce qu'il se passe autre chose qui mobilise et qui consterne, qui sidère le monde entier, c'est-à-dire ces scènes qui montrent des décapitations de soldats ukrainiens. Mais juste avant, je voulais simplement vous poser la question, une mobilisation qui ne dit pas son nom, mais pourquoi faire? Parce qu'on reçoit encore certaines images de cette armée russe et on est partagé entre l'idée d'en rire ou d'en pleurer. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des soldats russes qui se battent entre eux. Donc certains estiment que l'alcool n'y est pas pour rien, la vodka plus ou moins frelatée, mais en tout cas, cette armée russe qui doit se discipliner, qui doit montrer de la rigueur, eh bien voilà ce qu'il en est, ces images volées entre Zaporijja et Mariupol.